Oui, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, d'aucuns évoquent également les frustrations politiques également en interne. Ici, au pays, d'où cette thèse du dialogue pour résoudre en interne tout ce qui se passe dans nos frontières, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, où nous parlons de guerre d'agression par le M23 via le Rwanda. Nous recevons ici sur ce plateau M. Marius Mobalama, qui est proche de Mukwege. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Arlette, merci beaucoup de l'invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Le plaisir est vraiment partagé. Aujourd'hui justement, on revient sur la question du dialogue en République démocratique du Congo. Cette question revient encore sur la table. Apparemment, c'est un remède voulu très souvent par les politiques. Oui, vous savez Madame Arlette, pendant la campagne électorale, le professeur Denis Mukwege avait fait un diagnostic profond des problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. Et il y avait apporté, n'est-ce pas, une solution, des remèdes aussi profonds pour nous faire sortir de ce cycle infernal de conflits et de guerres. Et pendant ce temps, Denis Mukwege a proposé trois pistes: mettre fin à la guerre, mettre fin à la famine et mettre fin au vice. Mais quand vous voyez la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, nous sommes toujours dans le même cycle de guerre qui ne se termine pas. La population fait face à une famine qui ne dit pas son nom. Et le vice dont Denis Mukwege avait évoqué fait partie aujourd'hui des mots de vie. Le vice dont nous pouvons parler, la corruption, les détournements, l'impunité, tout ça, ce sont les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et Mukwege avait fait le diagnostic et avait donné des propositions. Mais malheureusement, Denis Mukwege a été incompris. Et vous êtes sans oublier qu'il y avait eu une campagne de diabolisation, de diffamation contre Denis Mukwege, mais tout ça n'a pas amené le docteur Denis Mukwege à baisser le bras et continuer son combat comme il a toujours fait. Et voilà qu'aujourd'hui, le docteur Denis Mukwege, il est dans un balai diplomatique sur le plan national et international. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la cité de Panzi est plus visitée que la cité de l'OIA. C'est ainsi que le docteur Mukwege est en train de se battre pour arracher, n'est-ce pas, la conférence internationale pour la RDC, afin que la paix soit une réalité. Parce que depuis un certain moment, ici au pays, on a essayé un peu de limiter les problèmes que nous avons, les conflits que nous avons, à un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda, ou également un conflit qui concerne seulement la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Et pourtant, les tireurs de ficelles sont ailleurs. Plusieurs fois, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont accusé les Rwandais. Et ils se contentent d'avoir accusé les Rwandais comme l'agressé de notre pays. Mais pourquoi nous, on accuse les Rwandais, mais les Rwandais ne cessent d'avoir le soutien, n'est-ce pas, de la communauté internationale? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. La question aujourd'hui de la conférence internationale pour la République démocratique du Congo, vous venez de le dire, la cité de Panzi est très visitée, d'où cette connotation qu'on avait voulu coller au docteur Mukwege pour dire que c'est un produit purement du lobbying international, parce qu'aujourd'hui, cette image qu'on a de la communauté internationale vis-à-vis de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un regard de confiance. Comment arriver à faire confiance au docteur Mukwege par rapport à cela et à l'organisation de la conférence internationale pour résoudre la question, les vraies questions de la République démocratique du Congo? Vous avez très bien dit, madame, que notre pays a largement perdu confiance par rapport à la communauté internationale. Mais pourquoi? Pourquoi nous sommes plus crédibles? Il faut analyser, vous êtes journaliste d'investigation, une dame qui est depuis des années dans le média, vous avez fait des recherches. Tous les indicateurs socio-économiques sur lesquels, n'est-ce pas, on peut s'appuyer pour juger, pour donner confiance à un pays, sont au rouge. Quand vous voyez par exemple l'IDH, l'indice de développement humain, quand vous voyez, vous allez vers les indices de transparence internationale, le niveau de la corruption, n'est-ce pas, des détournements au pays, c'est ça, ces éléments-là qui font à ce que notre pays puisse perdre confiance. Ouais. Et aujourd'hui, si Mukwege est au niveau où il est, ce n'est pas parce qu'il lui a fait un cadeau. Peut-être que je peux essayer un peu de vous choquer, Madame Arlette. Denis Mukwege est aujourd'hui prix Nobel de la paix. Ce n'est pas parce qu'on lui a octroyé ça comme ça. Denis Mukwege a travaillé toute sa vie pour le bien-être de sa population. Et dans des conditions dont on ne peut pas, je ne saurais pas décrire ici. C'est ce travail-là qui a amené, j'ai fini ma réflexion, qui a amené le docteur Denis Mukwege
à être primé comme prix Nobel de paix. Et ceux qui ont primé Dr Mukwege, c'était une façon peut-être d'une manière ou d'une autre de l'amener à ne plus se battre. Parce que sachant qu'il est déjà prix Nobel de paix, il va croiser les bras et ne plus, n'est-ce pas, travailler, il va se contenter de ce confort-là de prix Nobel. Mais Mukwege dit, le véritable confort pour moi, c'est de voir les Congolais dans des conditions de vie améliorées. Le bien-être de ma population. C'est pourquoi il n'a pas baissé le bras. Il continue à se battre et au travers de son travail, de l'intelligence qu'il apporte à ses partenaires, c'est ce qui l'amène aujourd'hui à ce que la communauté internationale puisse faire confiance au docteur Denis Mukwege. Mais justement, M. Marios, personne ne nie la notoriété du docteur Mukwege, mais une notoriété en tant que docteur. Comment arriver à transposer cela en politique? Parce que le jeu politique, c'est autre. Le jeu politique, il est très sale. Le jeu politique, il est un peu plus compliqué, complexe aujourd'hui. Si cette question devrait être abordée, la question de la conférence internationale sur la paix, ça devrait être abordé sur le plan scientifique, sur le plan intérieur ou carrément sur le plan politique. Madame Arlette Boutela, les acteurs politiques congolais ont tenu l'image des politiciens. On a cru qu'être politique, c'est passer à la télé, faire la démagogie, mentir et tout. Et moi, j'ai toujours dit, toute politique qui n'arrive pas à affecter positivement la vie de la population, c'est que ce n'est pas une politique. Ouais. Quand vous regardez la façon dont nous sommes gérés depuis le pouvoir de Kabila jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que les conditions de vie des Congolais sont trop bas. On n'arrive toujours pas à élever le niveau. Au contraire, aujourd'hui, la situation s'est encore empirée. Sous Kabila, Kabila a quitté le pouvoir avec un budget de 4 milliards. À ce moment-là, vous êtes une maman, vous êtes une mère, vous savez qu'il y avait facilité avec le pain que vous pouvez avoir. Quand vous allez au marché, vous savez le panier que vous pouvez ramener à la maison. Aujourd'hui, avec le même moyen que vous pouvez avoir, vous n'avez pas la possibilité d'avoir. C'est que les conditions de vie se sont largement détériorées. Mais je vais vous dire que le professeur Denis Mukwege, avec son casquette de médecin, il a fait mieux sur le plan social que ceux qui ont dirigé le pays avec les moyens de l'État. C'est dont vous appelez des politiciens. Denis Mukwege n'est pas à ce niveau-là. Lui, en tant que médecin, il a apporté le soutien à la population congolaise avec les moyens. Et il a redonné sourire à des femmes, à des familles qui ont perdu confiance en eux. Ouais. Regardez, madame, ceux qui combattent aujourd'hui le Congo, ils se sont utilisés, en fait, ils se sont décidés d'attaquer les femmes pour nuire à l'économie congolaise. Parce que vous savez que les politiques ont tout fait pour que la vie sociale des Congolais ne soit plus au rendez-vous. En conséquence, ce sont les femmes qui détiennent maintenant les familles. Et il fallait détruire ces femmes-là pour que les conditions de vie des Congolais puissent encore s'empirer davantage. Mais Denis Mukwege, au-delà d'apporter les soins de santé, il apporte aussi les soutiens psychologiques et financiers pour élever tant soit peu économiquement toutes ces femmes-là. Et il ne s'arrête pas par là. Il donne des logements, il donne, n'est-ce pas, il construit des écoles, il construit des hôpitaux. Donc tout ce qui est social, Mukwege s'en est occupé dira des années. Mais justement, ça veut la dire question que aujourd'hui... donc ceux qui s'appellent politiciens aujourd'hui, qui disent que Mukwege n'a pas d'expérience en politique, ils mentent. Par contre, pourquoi j'ai dit qu'ils mentent? Parce que le pouvoir de Kinshasa aujourd'hui bénéficie, n'est-ce pas, de l'expertise de Mukwege. Je peux vous en donner plusieurs exemples. Mais justement, puisqu'on est en train de partir, on est en train de parler des forces en présence. Aujourd'hui, si l'on considère le docteur Mukwege comme une force en présence parmi ceux également qui estiment qu'il faudrait dialoguer, la question du dialogue petit à petit semble être favorable pour certains. Comment réunir toutes les tendances? Parce que c'est vrai, qui vont faire partir de cette conférence internationale pour la paix? Voilà. Madame, j'avais dit tantôt qu'on a des types de problèmes. Nous avons des problèmes endogènes qu'il faut toujours régler aussi par les dialogues. Et nous avons aussi des problèmes qui sont exogènes. Les problèmes exogènes, là, nous voyons les multinationales, les pays agresseurs, les forces armées négatives qui sont dans notre pays étrangères. Ouais. La communauté internationale dans son ensemble. Il faudra que tout ce monde-là puisse se mettre ensemble et discuter de la question congolaise. Parce que ça ne se comprend pas, comme je l'ai dit tantôt. Nous, avec la diplomatie à distance qu'on nous a toujours brandi, qu'on continue à indexer le Rwanda. Effectivement, nous savons tout ce que c'est le Rwanda. Mais au-delà d'indexer le Rwanda, mais la communauté internationale continue à soutenir le Rwanda. Et pourquoi la communauté internationale continue à soutenir le Rwanda? C'est parce que il les soutient pour que le Rwanda continue aussi à soutenir les forces négatives dans notre pays, en fait d'avoir la facilité d'exploiter nos minéraux. Tenez encore, madame, une chose. Parce que les gens sont en train de parler de Mukwege, alors qu'apparemment ils ne savent pas de docteur de Mukwege comme il se doit.
Denis Mukwege, c'est en 2010, alors qu'on ne parlait pas de tout ce qui est candidature et tout, il a pu décrocher, n'est-ce pas, au niveau de l'ONU, la résolution 1502. Cette résolution qui interdit l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant des pays, venant des zones de conflit, en particulier la RDC. Qu'est-ce que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, fait de cette résolution-là pour, n'est-ce pas, combattre ce qui nous agresse aujourd'hui? Il n'en fait rien. Denis Mukwege, il est le seul Congolais aujourd'hui qui porte plus haut le rapport Mapping, afin que ceux qui ont participé dans des crimes, qu'ils soient des États et des individus, soient poursuivis. Et quand Mukwege mène ces combats-là, il les mène à titre individuel, il les mène comme un acteur de la société civile. Mais justement... Ouais. Mais quand c'est l'État congolais, madame, qui mène ces combats, par exemple, le président de la République écrit seulement une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, on les répond et on peut l'écouter. Mais Denis Mukwege, est-ce qu'il a, la force la force politique du pays? Il n'en a pas. Mais justement, comment arriver à faire accepter cette proposition? C'est ça. Il faut d'abord commencer par convaincre la communauté internationale, les pays détenteurs des multinationales. C'est pourquoi, récemment, ici, Denis Mukwege, il y a eu un balai diplomatique à Panzi. Les diplomates venant de partout dans le monde, ils sont allés rencontrer Denis Mukwege dans son Panzi. Mais justement, il le rencontre, lui, en tant qu'individu. Oui, en tant que politique. Il discute, il donne des propositions. Il n'est pas dans la politique active. Madame, qu'est-ce que vous appelez? Aujourd'hui, s'il faudrait arriver à avoir une conférence internationale pour la RDC réussie, ça veut dire qu'il faudrait des forces en présence en République démocratique du Congo. Les forces politiques que le gouvernement en place accepte cette idée pour arriver à négocier, à discuter sur la table. Aujourd'hui, si l'on veut, lui, organiser cette conférence internationale avec son lobbying, avec les multinationales, mais en face d'eux, il y aura qui? Il y aura quelle force en présence? Il y aura le gouvernement congolais, il y aura la partie rwandaise, par exemple, il y aura la partie ougandaise, pour justement résoudre cette question je dirais, de la paix dans son entièreté. J'avais déjà répondu à cette question-là. La démarche est de réunir tous les acteurs qui interviennent dans les conflits congolais. Il y a ceux qui financent, n'est-ce pas, le pays agresseur. On les connaît tous. Ce sont les acheteurs de notre matière première. Alors que nous avions déjà, comme je l'ai dit, acquis cette résolution-là qui interdit l'exploitation et la commercialisation par la communauté, pas par l'ONU. Je parlais de pays agresseurs. Nous parlons toujours du Rwanda et de l'Ouganda. Nous-mêmes les agressés, nous sommes des acteurs. Nous devons aussi participer. Il y a aussi des forces négatives. Vous êtes sans ignorer qu'en 1994, on nous a forcé d'accepter les Hutus avec armes et munitions sur notre territoire. Toute une armée bien organisée. Ils sont venus chez nous. Ils sont là. Pendant 30 ans, ils ont eu des enfants, ils se sont organisés. Mais la question, justement, la question des FDR. C'est toutes ces forces-là qu'il faudra inviter. La question les rebelles ougandais qui sont aussi dans notre pays. C'est tout ce monde-là qu'il faudra inviter à la conférence internationale pour que nous puissions savoir, nous, la RDC, qu'est-ce qu'il faut pour que la paix revienne totalement. Mais parlons justement de la question des FDLR. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, comment, alors que le gouvernement congolais a reconnu que les FDLR ne représentaient plus un danger, on supposait qu'ils n'étaient plus armés, mais aujourd'hui cette question peut revenir plus de 30 ans après pour identifier des personnes qui n'ont pas été armées, qui n'ont plus été armées pendant plus de 30 ans, qui ont connu une réinsertion sociale, parce qu'il faudrait le dire. Aujourd'hui, comment identifier le FDLR de l'homme marié qui habite dans ce coin-là, qui a eu des enfants en bonne et due forme? Est-ce qu'on assimile forcément les enfants des FDLR au FDLR? Ce sont des questions que l'on doit se poser actuellement. Madame Arlette, une très belle question que j'apprécie beaucoup, l'intelligence dont vous faites preuve. Et c'est pourquoi moi je me suis toujours demandé, quand le gouvernement congolais envoie des négociateurs dans le processus de Luanda et dans le processus de Nairobi, qui sont ces acteurs-là, qui sont les experts congolais que nous envoyons par rapport aux experts que le Rwanda envoie. Madame, tenez, quand le Rwanda envoie ses experts dans ces négociations, ils envoient qui? Ils envoient le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, un monsieur qui est dans la politique rwandaise depuis plus de 20 ans. Il a été plusieurs fois ministre, il a été président du Sénat au Rwanda, et aujourd'hui c'est lui le ministre des Affaires étrangères.
On envoie James Kabarebe, qui a participé à la guerre d'agression en RDC, qui a été chef d'état-major général de nos forces ici sous Kabila, qui a été aussi, qui est aujourd'hui ministre de coopération internationale au Rwanda. Donc il a la maîtrise de tout ce qui s'est fait. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est leur politique. Ils en savent quelque chose. Non, la question que je me pose, nous quand nous envoyons les nôtres, qui est-ce que nous envoyons? Madame, peut-être si je vous demandais quel est le nom de l'actuel ministre des Affaires étrangères, peut-être vous ne le savez pas, il faut regarder sur Internet. Ouais. Donc les personnes que nous envoyons, ils n'ont pas la carrure par rapport à ce que le Rwanda envoie. Et c'est pourquoi, par moment, on est en train de tâtonner, tantôt d'accepter d'aller traquer les FDLR. Moi, c'est pourquoi je suis fier, madame, aujourd'hui, n'est-ce pas, de soutenir Denis Mukwege. Parce que Denis Mukwege, il est incompris. Lui, il sait voir. Il voit et il donne des propositions pour anticiper au problème. Mukwege avait dit, dans son temps, que n'organisez pas le départ précipité de la MONUSCO. Parce que si la MONUSCO partait, c'est la population qui sera en danger. Aujourd'hui, que cette question-là puisse se soulever. La population va se vouer auprès de qui? Quel sera le rempart de la population? Parce que nos FARDC, ils sont limités quand il s'agit d'entrer dans le Congo profond. Vous savez qu'il y a des zones qui ont été prises parce qu'il n'y avait pas l'armée congolaise. Les assaillants arrivent, ils trouvent la zone, elle est non sécurisée. Et Mukwege avait alerté. Ne laissez pas la MONUSCO. Parce que si vous laissez la MONUSCO, il y aura un vide. Et c'est la population qui paiera encore la charge. Revenant au FDLR. C'est en 1994 que ces hommes-là sont entrés. C'est une fabrication purement de la communauté internationale avec l'opération turquoise sous l'égide de Minuar avec les contingents français. Ils sont entrés sur notre territoire avec armes et munitions. Le gouvernement à l'époque de Léo Kenguadou s'y était opposé. Mais ils ont forcé, ils sont entrés. Et lors de la guerre de libération de AFDL, accompagné par les Rwandais, qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Au lieu de désarmer ces Interahamwe, ils les ont combattus jusqu'à les repousser dans nos forêts. Donc c'était la politique des Rwandais de les repousser à des milliers de kilomètres de nos frontières. Et pourtant, si j'ai bonne mémoire, selon les HCR, s'il y a des gens comme ça, il faut les mettre à plus ou moins 750 km des frontières. Mais ils les ont renvoyés dans nos forêts. Et dans nos forêts, ces hommes-là se sont organisés. Ils ont exploité des minéraux. Et au-delà de ça, ils ont tué et violé. Et aujourd'hui, ces gens-là se sont confondus aujourd'hui à la population congolaise. Imaginez-vous un enfant qui est arrivé à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, il a 40 ans. Ça veut dire qu'il a la maîtrise de la langue congolaise. Il a la maîtrise de tous les villages. De toute la forêt. Donc nous, Congolais, par moment, nous n'avons pas le contrôle. Et ces hommes-là, avec notre armée, nous savons le problème qu'il y a dans l'armée aujourd'hui, infiltré par les mêmes hommes qu'on veut envoyer pour aller traquer ces gens-là. Il fallait que la communauté internationale trouve solution à cette question-là. C'est pourquoi Denis Mukwege, encore à son temps, je parle de ce monsieur et de ce grand esprit, qui proposa que l'ONU nous trouve une mission d'imposition de la paix en RDC, qui aura une mission contraire de la MONUSCO, parce que la MONUSCO était une mission d'observation. Et il fallait maintenant une mission d'imposition de la paix. Rappelez-vous, madame, qu'il n'y a pas... Mais est-ce que cette paix-là devrait forcément être imposée par les Nations Unies? C'est pourquoi Denis Mukwege, il parle des réformes de l'armée. Nous n'avons pas une armée, madame. Mais le chef de l'État... L'armée que nous avons, madame Christophe de Sassignoré, qu'elle s'identifie à des partis politiques. Certains généraux s'identifient au RCD, d'autres au MLC, d'autres au RCD KML, d'autres, je ne sais pas moi, à quel parti politique. C'est une armée politisée. Il faut maintenant qu'on organise une armée composée uniquement des Congolais. Et Denis Mukwege avait donné la proposition de recruter parmi les meilleurs des Congolais, venant de tous les 145 territoires du Congo. Mais dites-moi un peu, si on va créer une armée forcément congolaise, l'on va revenir sur la question de l'identification de la population congolaise. Qui est congolais et qui ne l'est pas à l'heure actuelle? Parce qu'on se fie sur base de cartes d'électeurs. Nous n'avons pas de carte d'identité. Qui peut identifier X congolais aujourd'hui et qui est congolais, qui n'est pas congolais? C'est la grande question aujourd'hui, l'identification de la population congolaise. Vous allez parler de l'armée purement congolaise avec que les Congolais, alors que on le sait, on n'est pas encore à l'étape d'identifier qui est congolais et qui ne l'est pas.
Avec les cartes, bien sûr. Je reviens encore sur la proposition de Dr Denis Mukwege. Denis Mukwege disait qu'il faut mettre fin au vice. Ça fait partie des vices que Mukwege dénonçait à son temps. L'ONU paie là, madame. Parce que cette question, ce n'est pas à moi de poser cette question. L'ONU paie là. Depuis Kabila, c'est pendant que le président Kabila est au pouvoir qu'ils ont mis en place ces structures-là. 6 ans après le départ de Kabila, qu'est-ce que le gouvernement de Tshisekedi en a fait? Est-ce qu'ils ont eu le moyen? S'ils ont eu les moyens, où sont les cartes aujourd'hui? Parce qu'il n'y a que le chef de l'État, c'est pas moi avec des autres personnes, qui sont seulement congolais. Parce que vous et moi, peut-être ça peut choquer, on n'est pas congolais. Qu'est-ce qui identifie que tel ou tel est congolais? Vous l'avez si bien dit. Ça veut dire que vous et moi ne sommes pas des congolais parce que nous n'avons pas de pièces d'identité. Il n'y a rien qui nous identifie comme des congolais. Les cartes que nous avons, c'est à défaut que nous les utilisons. Ce sont des cartes de l'État. Et ceux qui ont des passeports, combien de Congolais qui ont des passeports aujourd'hui? Et quels sont les gymnastiques pour avoir cette carte, le passeport? Donc, le gouvernement ici, au lieu d'améliorer la situation sécuritaire du pays, au lieu d'améliorer l'administration, ils se sont laissés emporter par les détournements, par le pillage systématique du pays. Et c'est sur ce problème-là qu'il faudra que les Congolais puissent se mettre ensemble, d'abord à l'interne. Parce que ça va de notre image, Madame Arlette, ça va de notre image. Ils discutent et on essaie de trouver d'abord des solutions à l'interne pour que à l'extérieur, notre image soit lavée. On puisse redorer les blasons longtemps ternis. Évoquons la question sécuritaire aujourd'hui. On parle de l'armée kenyane qui va effectuer son retour en République démocratique du Congo sur le sol congolais. Alors que récemment, on avait vu les déclarations du président de la République sur l'armée kenyane. Qu'est-ce qui a motivé ce retour et qu'attendre justement du retour de l'armée kenyane en République démocratique du Congo? Vous savez, dans le plan de paix proposé par Denis Mukwege, nulle part le Dr Denis Mukwege a demandé à la communauté internationale de faire le travail que nous devons faire. Oui. Vous êtes sans oublier qu'il y a récemment ici, certains contingents sud-africains ont été tués sur notre territoire. Vous avez senti la pression qu'a eu le président Ramaphosa. Et ses compatriotes se sont levés contre lui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a que nous, Congolais, qui devons nous lever. Qui devons nous lever et accepter les sacrifices suprêmes pour notre pays. Personne d'autre. Denis Mukwege alerta encore à son temps. Et non, ça c'est une défaillance. Vous êtes en train d'extravertir la sécurité des Congolais. Et ça ne se justifie pas. C'est nous seuls. Lorsque la force de l'EAC est arrivée, encore le pouvoir en place a traité Denis Mukwege de tous les mots, des jaloux, c'est pas moi de qui. Et aujourd'hui, on est en train encore de donner raison au docteur Denis Mukwege. C'est notre armée qu'on doit réformer, de fond en comble. C'est anormal, Madame Boulette, Madame Boulette, que ici au pays, qu'on se contente ou bien qu'on défende ceux qui détournent l'argent de l'État, n'est-ce pas? Et que la vie des militaires soit abandonnée comme ça. Parce que ce sont ces militaires-là qui partent au front. Ceux qui nous agressent, ils prennent le temps, madame, de former leur armée. Quand la communauté internationale donne l'argent au Rwanda, n'est-ce pas? Ils investissent dans l'armée. Tous ces jeunes Rwandais-là qui vont combattre aux côtés des agresseurs de notre pays, ils viennent des grandes écoles de formation militaire. Avec l'argent que la communauté internationale donne au Rwanda. Mais nous aussi. Mais par moment, maintenant je m'excuse, par moment aussi, nous sommes soutenus par la communauté internationale. Cet argent passe où? Et si ça part dans les sens d'améliorer le niveau de vie des Congolais, c'est entré dans le poche des individus. Et par là, on n'est pas sérieux. Il n'y a que Dr Mukwege aujourd'hui au Congo. Ça, je vous l'ai dit, madame, qui est audible, qui est écouté au niveau de la communauté internationale. C'est pourquoi, je finis par là, c'est pourquoi je dis, Dr Denis Mukwege est un atout diplomatique pour la RDC. Et le gouvernement de Kinshasa a intérêt de rencontrer ce monsieur pour qu'il puisse donner son expertise. Apparemment, il est ouvert au dialogue. Mukwege n'a jamais été hostile. Il n'est pas ennemi du Congo. Parce que ce combat de tous les jours, c'est le bien-être des Congolais. Et il a toujours été disposé. Je vous donne un exemple. Madame Arlette. Son Excellence, la première ministre était à Kisangani récemment, ici pour célébrer le Génocide. Il a évoqué la nécessité d'établir le tribunal pénal international pour la RDC. Okay? Et Dr Denis Mukwege, il est très avancé à la matière. Il a une documentation, il a des statistiques, il a des preuves, il a tout à travers les rapports mapping.
mais que madame, la première ministre, elle est congolaise, qu'elle approche, qu'elle aille à Panzi, rencontrer le digne fils du pays, Dr Denis Mukwege, pour qu'il lui donne des pistes et des solutions. Aussi, madame, vous suivez, je suis sûr que vous suivez l'actualité au niveau international. À Bangladesh, il y avait des conflits qui ne se terminaient pas. Les étudiants avec le pouvoir en place, la population, il y avait un désordre total, il y a eu des morts, il y avait vraiment presque ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais la population s'est en fait rabattie sur Mohamed Younous, qui est leur prix Nobel de paix, qui a travaillé aussi, comme Dr Mukwege est en train de le faire pour nous. Et c'est lui à qui on a donné la charge, n'est-ce pas, de former les gouvernements. Pourquoi nous aussi, Congolais, on ne peut pas se rabattre sur notre digne fils, Denis Mukwege, afin qu'il puisse nous faire sortir de cette impasse ici, qu'il puisse nous aider, n'est-ce pas, à mettre fin de façon durable, sans guerre. Parce qu'il est possible, madame, de finir ce que nous vivons comme guerre. Mais c'est les langages aujourd'hui de tous les politiques. Si on va du côté de l'opposition, on voit en vol qui a tout un carnet, tout un programme sur la résolution de la crise de l'insécurité en République démocratique du Congo. Mukwege en a également, mais pourquoi ne pas fédérer justement pour donner, regarder comment concorder des différents points de vue ou encore approches pour justement le bien-être de la population, parce que vous le voulez, vous tous, vous le dites, que vous voulez le bien-être de la population. Pourquoi ne pas fédérer ensemble pour justement trouver cette paix tant recherchée par la population en lieu et place, de brandir des remèdes et de faire croire, de donner des espoirs à cette population qui n'a besoin que de la paix. Vous avez dit que Denis Mukwege n'était pas politicien. Effectivement, Denis Mukwege, il n'est pas dans les diaries, il n'est pas dans les folklore, il n'est pas comme nous autres à la télé. Denis Mukwege, il vient avec des propositions concrètes et des faits sur le terrain. Ouais. Contrairement à tous ceux que aux autres, ceux que vous estimez être politiciens, qui n'ont rien fait pour la population. Denis Mukwege, depuis des années, il a la posture, n'est-ce pas, d'un chef de l'État. Il travaille comme un chef de l'État jour et nuit, avec ses propres moyens. Mais sa partie n'est pas le Congo entier. Non, s'il vous plaît, madame, Denis Mukwege ne travaille pas pour Bukavu, pour Goma. N'est-ce pas? Allez vous renseigner à ma campagne. Sur Avenue Forêt, en face de la résidence de Papa Wemba, là où il y a la fondation Panzi. Il y a des statistiques, n'est-ce pas, madame? Tous ceux qui ont été victimes des atrocités de Mobondo, dans les Kouilou ou dans les Maïndom, ils sont soignés gratuitement à la fondation Panzi à Kinshasa. Plus de 700 familles, madame Arlette, ils sont là. Allez-y. Vous allez avoir des statistiques. Ils sont là, ils ont travaillé, ils travaillent. Les victimes de Kamona, Sapouda, les Kassai. La fondation Panzi est allée à leur secours. Il a donné des moyens. N'est-ce pas? Il a soigné et il continue à le faire. Ouais. Les victimes de Kisangani. Allez-y, il y a tout. C'est pourquoi, madame, aujourd'hui je vous ai dit ici que le gouvernement bénéficie du travail de Denis Mukwege. Vous êtes en train de dire qu'il y a aujourd'hui le Fonarev, qui est un établissement public. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est l'idée venant de Dr Denis Mukwege, n'est-ce pas? Avec son expérience en tant que président du Fonds mondial de réparation. Quand il exploite ses idées, il se dit non, mais ça, c'est ce que aussi j'ai vu dans mon pays. Il faut que la même expérience soit implémentée dans mon pays. L'idée est venue et là nous avons aujourd'hui Fonarev, n'est-ce pas? Mais alors quel message? Est-ce que le Fonarev approche Denis Mukwege pour que Denis Mukwege donne des éléments? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se dérouler de la ligne droite des idées de Dr Denis Mukwege. Et c'est normal qu'à Kinshasa, ici, on finance les musiciens par le Fonarev. Vous voyez, partout dans la ville de Kinshasa, il y a des calicots de certains musiciens pour le compte de Fonarev qui chantent à Lingala à cause de surcroît. Au lieu d'aller soutenir la population qui était victime, parce qu'ils sont des mieux qu'on donne à ces artistes et musiciens-là. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là, aller donner aux victimes? De trouver un artiste, parce que chaque coin du pays a ses stars qui chantent dans le même langue que les victimes. Ils ont leurs stars qui peuvent chanter, qui fait aussi partie de victimes, et il sera beaucoup plus écouté. Mais vous venez à Kinshasa, vous prenez les gens à Kinshasa, mais il y a des gens de Kinshasa qui ne sont pas connus dans les fins fonds de l'ex-province orientale, qui ne sont pas connus à Walikale, à Makobola, à Kassika, là où il y a des victimes. Ouais. Et pourtant,
L'argent est là. Il y a la redéfense minière qu'on paye au FONAREV. Il y a des financements qui viennent de la communauté nationale pour les FONAREV. Ouais. Donc, Mukwege, quand lui parle, c'est avec des faits. Il est sur terrain, il travaille pour le... Et cela depuis plus de 40 ans, Madame Arlette. Comment je dirais, que direz-vous au membre du gouvernement, au gouvernement en place? Parce que c'est ce gouvernement qui pilote les choses, qui peut impulser, qui peut booster les choses. Il y a un problème, madame. Vous avez suivi, il y a déjà des tentatives de remanier les gouvernements. Ce qui tue ce pouvoir ici, c'est le populisme, c'est le népotisme. Et il a perdu confiance des acteurs politiques. Et ça a entraîné, n'est-ce pas, l'absence de la cohésion nationale. Et c'est là qu'il se trouve maintenant en difficulté pour gouverner le pays. Vous avez suivi le président de la République lors de sa sortie médiatique sur une chaîne de radio à partir de Bruxelles. Comment il a traité ses adversaires politiques? Il a traité les uns des bordelens, c'est ça? Il a dit que non, Martin Fayoulou n'a pas accepté son élection, qu'il y a déjà problème de légitimité. Et il a essayé de faire les 12 yeux à d'autres qui n'ont, par exemple, le docteur Denis Mukwege. La meilleure façon de faire les 12 yeux à docteur Mukwege, c'est de travailler pour le bien-être de la population. Mukwege n'a pas besoin des encouragements venant du pouvoir de Kinshasa. Il a plus besoin de voir la sécurité rétablie sur toute l'étendue de la République. L'autorité de l'État rétablie partout. Le détournement, l'impunité, l'injustice, c'est ça le confort du docteur Denis Mukwege. Et donc, quand il y a l'absence de la cohésion nationale, c'est ça ce qui pose problème de gouvernance aujourd'hui. Le président, à son temps, il disait qu'il va nous donner un gouvernement pour qu'il ne puisse plus tomber dans les erreurs du passé. Mais quand vous voyez, dans le gouvernement que nous avons aussi aujourd'hui, Mme Soumia, plus de 40% du gouvernement de l'échec du passé sont revenus. Quand vous avez dit à 40% de ceux qui ont participé à votre échec, qu'est-ce que ça peut donner encore davantage? Rien. Et c'est pourquoi, quand vous évaluez les 100 jours de Mme Soumina aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien de palpable. La situation sociale continue à se dégrader. L'insécurité au pays continue à se dégrader. Et l'insécurité, ça quitte la partie Est. Mais dans la partie Ouest aussi, rien ne va. Il y a un problème, réel problème de budget. Il y a un problème des frais de fonctionnement. Ils ont peut-être rénommé par ordonnance, mais ils doivent fonctionner, ils doivent voir les choses. S'ils n'ont pas les moyens comme il se doit, ils vont fonctionner comment? C'est ça, c'est que je vous ai parlé des populismes que nous vivons, les népotismes. Comment vous pouvez dire qu'il y a un problème des frais de fonctionnement, des budgets, alors que sous Kabila, avec 4 milliards, il n'y avait jamais ce problème-là. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est ça, c'est ce genre de questions dont le regroupement qui a accompagné le Dr Mukwege à ACR voudrait que les gens se mettent ensemble pour discuter de ce genre de questions. Et ça peut se comprendre. Ça ne se comprend pas. 16 milliards aujourd'hui, donc 4 milliards à 16 milliards, la vie devient encore plus difficile pour les Congolais. Plus difficile. C'est ça le problème. Donc, en plus, le pouvoir a perdu confiance des Congolais, a perdu confiance de tous les acteurs politiques. Ceux qui nous gouvernent, ils ne sont pas crédibles. Mais comment identifier les crédibles et les pas crédibles? Mais il y a déjà Denis Mukwege. Denis Mukwege, c'est un homme crédible. Les crédibles de tous les Congolais aujourd'hui, c'est Dr Denis Mukwege. Est-ce que il n'y a pas de critériums ou encore des objectifs bien fixés à certains ou à d'autres aujourd'hui? Chacun dira qu'il est meilleur dans son secteur, alors que dès le départ, il n'y a pas des objectifs assignés. Il n'y a pas une vision claire de ce que l'on veut de la République démocratique du Congo, de ce que l'on attend du gouvernement. Il y a eu le gouvernement Samalou Kondé. On attendait quoi? Il y a aujourd'hui le gouvernement Souminois qui doit nous emmener quoi exactement? Aujourd'hui, c'est au regard de ces prospections que l'on peut dire oui, ils ont échoué ou ils n'ont pas été à la hauteur, parce qu'on voit les gouvernements de warriors, le gouvernement de ceux-ci, des technocrates et consorts, que des mots, mais on ne sait pas exactement dire ils étaient assignés à quoi, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Non, j'ai constaté qu'il y a une ferme volonté par ce gouvernement de ne pas réussir. Hein? Une ferme volonté de ne pas bien faire les choses. Tous ceux qui ont échoué dans le gouvernement
de M. Tshisekedi, ce sont tous ces gens-là qui sont encore aujourd'hui au pouvoir. Madame Soumino, elle était au ministère du Plan. Et quel est son bilan au ministère du Plan? Lui, en tant que ministre du Plan, il avait pour mission d'implémenter des réformes dans tous les ministères, dans tous les secteurs de la vie au pays. Quelles sont les réformes profondes que Soumino a apportées durant son passage au ministère du Plan? Il n'y a pas de réforme. Le projet 145 territoires piloté par Mme Soumino, où en sommes-nous? Quels en sont les résultats? Voyez. Et c'est Soumino, Mme Soumino, qu'on nomme Premier ministre, avec les chefs puissants au ministère du Plan. Le ministre de l'économie, Excellence Mukoko Samba. Vous savez que c'était le premier Congolais à être révoqué par le pouvoir de Tshisekedi, alors DG de l'ONATRA. Ouais. On lui a donné l'ONATRA pour qu'il puisse relever l'ONATRA, pour pouvoir redonner encore le souffle à l'ONATRA. Mais par mes gestions, il a été révoqué. Et c'est Vital Kamerhe qui lisa, n'est-ce pas, la lettre de révocation sur la RTNC. Et c'est lui à qui on donne aujourd'hui l'économie, avec tous les problèmes que nous avons. Pourquoi le populisme? Parce que pour eux, comme Mukoko Samba est professeur d'université, professeur d'économie, il a la baguette magique. C'est faux. C'est faux. Excellence Sama Lukonde, vous êtes journaliste, quel est son bilan? Qu'est-ce qu'il a fait du gouvernement de Warrior? Quelle est la suite de Warrior aujourd'hui? Mais c'est lui à qui on donne le Sénat. Le Sénat, c'est une institution prestigieuse au pays qui, en 2015, avait sauvé la République. Vous vous rappelez? Avec la velléité du PPRD de voir Kabila venir pour un 3e mandat. Mais le Sénat, il a écouté la volonté de la population de ne pas revoir Kabila pour un 3e mandat. Le Sénat a rejeté la loi qui pouvait permettre à Kabila de passer, qui était déjà votée à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, le Sénat que nous avons, avoir seulement la configuration, la façon dont ils ont été élus, avec la cupidité qui les caractérise, peuvent-ils avoir le courage d'arrêter, n'est-ce pas, le pouvoir? Parce que c'est le pouvoir qui a arrêté notre pouvoir. Est-ce que nous avons ce Sénat-là? Et c'est ça Malukonde qu'on amène au Sénat. C'est un problème. Et avec ça, vous comprendrez que le pays n'a pas, le gouvernement n'a pas la volonté de réussir. Regardez le secteur de justice. Le chef de l'État lui-même avait fait un bon diagnostic, qu'il était malade. Quelles sont les décisions qui sont en train d'être prises pour élever la justice congolaise? Ouais. Les questions dont le ministre actuel n'est pas en train de toucher des questions profondes. Oh, les questions profondes, pour moi, ça commence d'abord par toucher les quotidiens des supplétifs de la justice. Madame, quand nous on grandissait, le maire maison dans ma ville de Bukavu appartenait aux magistrats. Les belles maisons. Les belles voitures appartenaient aux magistrats. Les enfants des magistrats étudiaient dans les belles écoles de la ville. Donc c'était des nobles. Et cette noblesse-là venait de l'État. Malheureusement, à cette époque-là, déjà, le pouvoir de Mobutu était déjà en train de vaciller. Mais ils étaient dans un confort que l'État lui doit. Mais aujourd'hui, dans les 207, nous voyons comment est-ce que les magistrats sont traités. Avec les Wewa, on voit toujours les magistrats sur les Wewa. Le magistrat est en train de traiter un dossier, mais dans sa tête, il sait que non, mon enfant sera chassé aujourd'hui à l'école. Ma femme est à l'hôpital avec un enfant, je n'ai pas de quoi subvenir aux besoins de l'hôpital. Et quand on lui amène de l'argent comme ça, on vient les corrompre. Il va céder. Donc il y a des questions profondes qu'il faut commencer par traiter, auxquelles il faut trouver solution. C'est d'abord le confort des gens qui sont dans les systèmes. Et vous allez voir quelqu'un qui est à l'abri des besoins, parce qu'il y a des gens qui ont de bonnes moralités. Mais les conditions de vie, n'est-ce pas, les amènent dans les désordres. On a recruté, madame, récemment ici, un groupe de jeunes magistrats qui sont vierges, n'est-ce pas, de tout habit. N'est-ce pas? Mais ils sont en train d'organiser le marche parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en charge par qui? Par le gouvernement qui les a demandé de venir à Kinshasa. Et ceux qui sont déjà placés, ils sont en train de pleurnicher. Ils n'ont pas les moyens pour vivre. Donc ce qu'on leur donne comme salaire ne leur permet pas de nouer les deux bouts de mois. Et à ces gens-là, vous allez attendre
un bon résultat. Mais il n'y a pas que, la situation est pratiquement non, presque générale. Il y a les députés provinciaux qui ont du mal à avoir leur salaire. Il y a également, je prendrais, les commissaires communaux, voilà. Les conseillers communaux, excusez-moi. Les conseillers communaux qui ont également initié des marches pour demander finalement, on ne sait même pas où est-ce qu'on peut rester, où on n'a pas de salaire. C'est un problème général. Est-ce que c'est sérieux tout ce que vous venez de dresser comme tableau? Et ce sont ces questions-là qu'il faut discuter entre Congolais. Et tous les membres du gouvernement. Il y a maintenant un petit poignet de bandits, n'est-ce pas, qui s'accaparent de l'argent de l'État, des contribuables congolais. Ils gèrent comme ils veulent, sous l'œil impuissant du gouvernement. Et avec ça, vous pensez que au niveau international, vous allez avoir quelle image? Vous ne serez jamais respecté. Alors, M. Marius, on va chuter. Quelles sont les pistes de solution? Comme l'a toujours dit le docteur Denis Mukwege, il ne revient qu'aux Congolais de trouver solution aux problèmes du Congo. Ça, c'est un élément pour régler tous les problèmes endogènes. Parce qu'il est inacceptable aujourd'hui que le digne fils du pays, les Congolais, puissent rejoindre, vous voyez, les agresseurs. Ça ne peut pas, ça doit être exigé. Ça doit être une question pour les gouvernants. Comment les Congolais qui sont au pouvoir, j'ai vu récemment une dame qui fait partie d'un parti du pouvoir à Kisangani qui a rejoint encore le mouvement rebelle. Pourquoi les Congolais sont en train de partir? C'est inacceptable parce que moi je ne peux pas cautionner ça. Et toutes ces questions, est-ce que le gouvernement se les pose? Il faut réformer l'armée. Réformer l'armée, ça commence par élever le niveau de vie des policiers et des militaires. Un militaire ne doit pas aller au front avec des soucis à la maison. Il ne sera pas performant. Il faut miser sur la formation. C'est pourquoi Denis Mukwege, dans son plan de paix, il a fait sortir un arbre de paix. Cet arbre-là a comme soubassement la refondation, bien la réforme de l'armée congolaise. Il a comme tige la sécurité alimentaire. Parce qu'on doit manger, on doit être en bonne santé. Et a comme c'est bien le sang qui circule dans le corps, c'est une bonne éducation. Et avec 12 branches, ça peut faire une autre émission s'il faut encore entrer dans les détails. Et donc, Denis Mukwege, il a la clé, n'est-ce pas, pour les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et la solution comme Mukwege, ça n'a rien à voir avec la guerre. Parce que Mukwege, il sait où toucher pour mettre fin à la situation qui ne cesse de perdurer jusqu'au jour. Monsieur Marius Moubalama, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes proche de Mukwege. Justement, avec vous, on a évoqué la question de la proposition du dialogue avec cette initiative de Denis Mukwege et la conférence internationale pour la République démocratique du Congo, mais aussi les questions sécuritaires avec le retour de l'armée kenyane en RDC, mais également la question des FDLR qui n'a pas de substance réelle à ce jour et dont on demande à la République démocratique du Congo parmi les conclusions des entretiens entre les deux parties où le Rwanda exigeait justement la démobilisation ou encore le désarmement des FDLR qui ne sont plus armés depuis plus de 30 ans. La République démocratique du Congo l'a déclaré. Grand merci à vous. Merci Madame Arlette. Et à vous, mes téléspectateurs, nous vous disons grand merci. Oui, Kinshasa, direct demain déjà retrouvé. Un de nôtres, oui, Jean-David Kilolo, pour la grande édition de ce soir, Kinshasa Direct, mais également l'édition du journal de 19h avec Grâce Salambo. À vous tous, nous vous disons grand merci et à très bientôt sur Télé 50.